Très chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Daouda Tall, qui est un éditorialiste et consultant, mais également spécialiste en géopolitique. M. Daouda Tall, bonjour. Bonjour Aydemben, bonjour à tous vos téléspectateurs et tous les internautes de Seneweb. Merci beaucoup. On a vu que dernièrement, plus précisément hier, Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda ce 27 mai pour une visite hautement symbolique visant à tourner la page de 3 décennies de tensions diplomatiques sur le rôle de la France dans le génocide de 1994. Mais la surprise était qu'on n'a pas vu au moment de l'accueil à l'aéroport le président de la République. Il a délégué juste un ministre. Peut-on comparer cela à une humiliation? Bon, une humiliation, je n'irai pas jusque-là, bien entendu, parce que lorsqu'on accueille un président de la République et qui connaît Paul Kagame, c'est que c'est un président qui est très sérieux. À partir du moment où il décide d'accueillir le président français Emmanuel Macron, c'est qu'il a pris ses responsabilités. Maintenant, ça, c'est de l'ordre du protocole, c'est de l'ordre de l'agenda même du président Paul Kagame, sans doute, c'est son choix, mais je crois que la visite émane d'un accord sur les thèmes qui ont été débattus sur le génocide de la part des deux États, de la part des deux présidents de la République. Mais encore une fois, Paul Kagame, c'est un président qui a un certain leadership et qui assume ses choix. Donc allons dans l'essentiel, dans le fond, c'est ça qui est le plus important. On peut dire aussi que Emmanuel Macron avait fait pareillement lors du visite du président du Rwanda en France. Oui, alors, ça vraiment, pour moi, c'est de l'ordre du protocole, comme je le dis encore une fois de plus. C'est des choix. C'est sûr que les relations des deux États n'étaient pas au beau fixe pendant plusieurs années, depuis le génocide, effectivement. 1994, donc il y a quand même 27 ans où le Rwanda et la France n'arrivent pas à réchauffer leurs relations, à trouver une entente véritablement sur des questions de fond à cause de ce génocide rwandais des Tutsis de 1994. Donc Paul Kagame et le Rwanda estimaient que la France avait une responsabilité dans ça. Aujourd'hui, selon les mots d'Emmanuel Macron, cela a été reconnu, la responsabilité de la France. Et je pense que là-dessus, il est clair que depuis 2015, par exemple, il n'y a pas, depuis plusieurs années, la France n'a pas d'ambassadeur au Rwanda, et c'est un fait qui est assez marquant. Ça montre justement comment sont les relations entre les deux pays. La France avait un chargé d'affaires voilà, qui s'occupait de ces questions, du rapprochement notamment entre la France et le Rwanda. Et je crois que là-dessus, d'abord, dans un premier temps, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait essayé en 2010. Il était allé à Kigali, justement, en disant que la France n'avait pas, ne reconnaissant pas, lorsqu'il était allé, la responsabilité de la France, mais il parlait, Nicolas Sarkozy, d'une erreur d'appréciation. Qui dit erreur d'appréciation, sans doute, pense à ce que le jugement n'était pas bon de la part de la France, etc. Aujourd'hui, Emmanuel Macron change de discours et va un peu plus loin en disant que la France a une responsabilité parce qu'elle savait ce qui se passait et que la communauté internationale savait. Il y a eu des alertes de différents observateurs, de différents analystes, et que cela n'a pas été véritablement écouté. Mais par contre, elle ne reconnaît pas le fait que l'armée française ait été impliquée dans ce génocide. Ce n'est pas le cas, en tout cas par rapport aux historiens, au rapport des différents historiens. Mais le fait qu'ils reconnaissent que la France a une responsabilité, ça a permis véritablement d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda. Et de ce point de vue-là, il y a eu une rupture
vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron par rapport à ce qu'il y avait avant, parce que dès qu'il a été élu, bon, il a invité le président Paul Kagame pour parler du numérique, etc. Et ensuite, on a bien vu que il y avait cette volonté ferme de la France de renouer ses relations avec Paul Kagame et le Rwanda. Ça montre que le Rwanda a un certain leadership, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Et je pense que cela est à saluer en tout cas. Justement, comment Paul Kagame a fait pour en arriver là, parlant de son leadership? Alors, comment il a fait pour en arriver là? Vous savez, il faut remonter peut-être un petit peu en arrière dans l'histoire, sur la période par exemple de 1990 à 1994. Là, il y a eu, Paul Kagame était un leader du Front patriotique rwandais, qui avait une armée, bien entendu, et qui, depuis l'Ouganda, luttait contre le régime de Juvenal Habyarimana, qui était le président Hutu du Rwanda pendant cette période-là. Donc, il s'est forgé une certaine personnalité dans l'aile politique, mais aussi militaire du FPR, on va dire. Et donc, ça part de là. Et bon, les Tutsis donc, le reconnaissent d'abord comme étant un leader qui a lutté pour la liberté. Et quand il y a eu le génocide en 1994, donc l'élément déclencheur, hein, comme on le sait, c'est l'attentat perpétré contre l'avion du président Habyarimana, qui a été le détonateur quelque part. Et ensuite, s'en est suivi, au-delà de cette journée du 6 avril 1994, s'en est suivi une chasse à l'homme, une volonté d'exterminer les Tutsis, etc., jusqu'à ce qu'on en arrive à avoir 800 000 victimes, 800 000 morts. C'est en l'espace de 3 mois. C'est beaucoup, c'est énorme. Je vous laisse faire la moyenne. Donc c'est d'une rare violence que non, je ne dirais pas l'Afrique, mais que le monde n'a pas connue auparavant, avec la forme dans laquelle ça s'est fait. Les faits sont là, 800 000. Et il y en a même qui parlent de 1 million. Au moins 800 000 personnes ont été massacrées. Et là, c'est quand même grave que cela revienne et que la vérité avance aujourd'hui avec ce qui s'est passé sous le leadership de Paul Kagame, bien entendu. Et donc, pour continuer toujours sur votre question, comment il en est arrivé à ça? Lui, en 1994, il y a eu d'abord un gouvernement d'union, bien sûr, d'union nationale, parce qu'il fallait, pendant qu'il y avait l'opération turquoise, donc des Français, qui sont intervenus sous un mandat Nations Unies, bien entendu. On a essayé de recoller les morceaux, donc il y a eu une phase de transition, et jusqu'à ce que le président Kagame ait été désigné justement président de la République, après avoir occupé la défense, etc., dans le cadre d'une tentative de conciliation. En 2003, il a été élu. En 2003, il a été élu, en 2010 également, et en 2017, et après une modification de la Constitution en 2015 pour se représenter. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un certain leadership dans son pays. Maintenant, c'est un personnage, tout le monde n'est pas d'accord avec sa méthode de faire de la politique, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde aussi n'est pas d'accord sur la manière dont cela a été géré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le prétexte de cette interview aussi, pour détailler un peu, il a réussi à faire arracher à la France un certain nombre de mots, c'est-à-dire la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis. Et ça, évidemment, c'est un moment fort. Et je crois aussi à ce que la France ait bien fait aussi d'aller jusque-là. Parce que voilà, ça faisait débat. D'abord, il y a des Français qui soutenaient également l'apparition de la vérité. Donc Emmanuel Macron a bien fait de ne pas
dire à certains historiens d'aller vers la vérité. Et je pense que c'était une demande. Maintenant, il y a aussi une autre étape sur le leadership de Paul Kagame, qui est du fait de choisir son ancienne ministre des Affaires étrangères pour qu'elle devienne candidat au secrétariat général de la francophonie. Et ça, c'est très fort, ça c'était avant. Et sa candidature a été soutenue par la France aussi. Alors que le pays a quand même choisi, au-delà du français, l'anglais et 2 autres langues nationales, locales, comme étant des langues officielles. Donc ça, c'était aussi un moment fort qui justifie aussi, qui montre un certain leadership du président Paul Kagame sur toutes ces questions-là. On peut rentrer sur les questions économiques aussi. C'est vrai qu'il a transformé le Rwanda. Lorsqu'on voit un pays qui a connu toute cette histoire et qui s'est redressé, qui s'est remis debout et qui est cité en exemple en Afrique pour beaucoup de choses, même si le personnage est parfois controversé, il y a quand même énormément de positifs et il montre un exemple effectivement de ce point de vue. Alors, qu'est-ce qui a permis exactement à Paul Kagame quand même d'avoir quand même cette économie-là? Aujourd'hui, on parle de Rwanda qui est sur la bonne voie économiquement. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, le Rwanda est sur la bonne voie économiquement, effectivement, parce que, c'est d'abord une bonne prise en compte des enjeux, un développement qui se fait de manière endogène. Et je pense que le Rwanda a compris ça en misant sur, par exemple, le numérique, les nouvelles technologies, en misant sur les ressources du pays, l'agriculture également, le tourisme également se développe énormément au Rwanda. Et pour une population qui est moins importante que celle du Sénégal, c'est très, très fort de sa part de pouvoir s'organiser, connaître ses priorités sur le plan économique. Mais ça montre aussi une chose, c'est-à-dire que lorsque vous voulez rayonner avec un certain leadership, que ce soit en matière de diplomatie ou en matière d'économie, parce que l'économie aussi c'est de la diplomatie parfois, la diplomatie économique, il est important d'asseoir son leadership sur le plan local, d'abord, national, avant d'aller chercher ailleurs. C'est-à-dire s'enraciner d'abord avec ses propres racines pour aller embrasser le monde. Je crois que ça, c'est un peu le style de Paul Kagame. Parce qu'un leader ne s'autoproclame pas. Par définition, le leader, c'est les autres qui vous reconnaissent leader pour que vous soyez leader. Ça ne s'autoproclame pas. Et donc, c'est valable pour l'ensemble des chefs d'État africains, c'est-à-dire que plus votre leadership est reconnu par vos citoyens, par votre propre population, davantage vous êtes respecté à l'international. Ce n'est pas l'inverse. Et souvent, certains ont fait cette erreur. Une fois élu, ils pensent qu'il faut d'abord faire sa stature internationale avant de s'occuper des questions nationales. Le Rwanda et Paul Kagame, globalement, c'est l'inverse. C'est d'abord parce que vous êtes adoubé, vous êtes reconnu comme leader. Ça pose la question de la légitimité. On parle souvent de légitimité et légalité, mais là aussi, la légalité, mais là aussi, ça a un sens. Lorsque vous êtes légalement élu, votre légitimité, c'est ce qui fait de vous un leader. Et ça, c'est vos populations dans votre pays qui vous le donnent. Et ce n'est pas seulement je suis élu, c'est tout. Mais donc, c'est des preuves qui se font sur le plan national et ensuite, vous pouvez asseoir votre respect. Les autres à l'international vous reconnaissent comme leader. Et Paul Kagame a très bien compris ça. Mais à l'inverse, lorsque vous êtes faible chez vous, un président qui est controversé fortement avec des tensions fortes de politique intérieure sera affaibli globalement à l'international sur un certain nombre de questions. Parce que sur le plan international, les acteurs, les puissances, les acteurs économiques, politiques, géopolitiques regardent ce qui se passe dans chaque pays. Et donc la force d'un chef d'État, la force d'un leader, elle est acquise grâce à la légitimité que lui accordent les populations, parce que ces mêmes populations considèrent justement que c'est un bon leader et c'est quelqu'un qui répond véritablement aux préoccupations des populations, notamment les plus défavorisées. Et c'est ça qui donne la force véritablement
à l'international. Et de ce point de vue-là, c'est important à souligner de la part de Paul Kagame, même si je suis d'accord, hein, il faut le dire. Moi, je ne suis pas en train de dire que Paul Kagame, c'est le roi du monde. Il a aussi ses défauts, bien entendu, et ça, c'est clair et net. Hein. Justement, l'opposition rwandaise, quand même, l'opposition rwandaise critique quand même ce leadership de Paul Kagame, quand même qu'il qualifie de leader de gestion même autoritaire, qu'il décrit fortement quand même. Oui, alors, tout n'est pas noir ou blanc dans la gouvernance, bien sûr, au Rwanda et de Paul Kagame en l'occurrence, parce que d'aucuns décrivent également des condamnations voilà, d'opposants dans le pays pour les raisons notamment de sûreté de l'État. Vous savez, sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, ça, ce sont des fourre-tout quelque part. Et c'est très difficile à justifier véritablement l'opportunité des poursuites et la culpabilité des gens. Donc, à partir du moment où on emprisonne, où des opposants s'exilent, là, par contre, les commentaires deviennent un peu plus négatifs. Je pense que, bon, tout ça est bien entendu à établir, mais bon, c'est ce qui est décrit en tous les cas. C'est ce qui est décrié par une certaine opposition. Si la modification de la Constitution aussi n'a pas été très appréciée à un moment donné, c'est sûr. Mais là, encore une fois de plus, on a justement, au moment où on parle de troisième et N mandat en Afrique, on a un président qui en est à son troisième mandat, par exemple, et qui a gagné la dernière élection présidentielle à plus de 98%, et pourtant qui reste encore adoubé par non seulement son pays, enfin une bonne partie, la majorité, on va dire, pas tout le monde de son pays, mais aussi qui est cité en exemple en Afrique. Mais pourquoi? C'est quelque part contradictoire, cette double facette, ces deux faces, mais c'est parce que aussi ce qui lui permet de tenir cela, c'est que véritablement, on lui reconnaît un certain leadership, parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas deuxième, quatrième ou cinquième mandat, c'est est-ce que le peuple qui est souverain souhaite vous confier un troisième, quatrième, cinquième ou dixième mandat. C'est ça qui est important. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide. S'il décide que c'est deux, c'est deux, c'est trois, c'est trois, c'est cinq, mais que ça se fasse dans la transparence, bien entendu. Et le cas du président Paul Kagame, même si le principe, c'est la limitation des mandats, c'est un cas très curieux à analyser en tout cas. Alors, M. Tal, vous remercie. Votre dernier mot? Je vous remercie à vous, je vous remercie, je remercie vos internautes, vos téléspectateurs, et c'est avec plaisir. Alors, très cher